La vie en Vosges s'installe dans votre salon et vous parle de votre département à travers les regards croisés de deux invités. Ce soir, nous allons parler de Dame Nature, ce qu'elle nous donne, de ses bienfaits. Deux invités en plateau, Marjolaine Touvenot, qui représente l'association au doux nom évocateur d'une figue dans le poirier. Face à elle, Caroline Moine, qui est conseillère en naturopathie holistique. Selon la formule consacrée, ces invités ne se connaissent pas, mais elles se trouveront sans aucun doute des points communs. Mesdames, bonsoir. Mesdemoiselles, même je devrais dire, vous êtes toutes jeunes. Mesdemoiselles, bonsoir. Bonsoir. On va revenir comme il se doit dans cette émission sur vos origines. On va commencer avec vous, Marjolaine. Est-ce que vous êtes vosgienne? Oui, oui. Vous êtes née où? Je suis née à Remiremont et j'ai été élevée à Vagnier, donc près du Haut-du-Taux, donc dans un cadre plus que naturel et très très riche. Il y avait des prédispositions pour aimer la nature et travailler avec elle. Vous, votre définition des Vosges, votre attachement aux Vosges, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est les racines familiales. Et je crois que le mot racine va revenir souvent dans l'émission. Je pense, oui. C'est de la verdure, de la richesse, de l'échange, du partage, parce que ça va au-delà de ce caractère naturel. Je crois que dans les Vosges, il y a vraiment de la solidarité entre les gens et c'est ça qui fait la beauté des Vosges aussi. On le comprendra par vos explications avec l'association Une figue dans le poirier qui finalement réunit un peu tout ça. Ça. On est bien d'accord. Caroline Moine, vous êtes vosgienne aussi? 100%. 100%, d'accord. De deux parents vosgiens. Oui. Je suis née à Épinal, donc au cœur des Vosges. C'était un peu moins la montagne, mais voilà, j'ai grandi dans la forêt. Et donc, les Vosges, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est toute une histoire, finalement. D'accord. C'est une enfance, des souvenirs de famille, la forêt, avec tout ce qui a pu se passer dans la forêt. C'est le grès, le granit. En tant qu'ancienne géologue, je peux en parler facilement. C'est nos montagnes, c'est vraiment beaucoup de choses, mais surtout un lieu de ressources. Je trouve que dans nos belles Vosges, dans notre belle Dame Nature, on se ressource beaucoup. D'accord. Bon, voilà. De belles définitions. Vous aimez les Vosges, mais est-ce que vous les connaissez? On va tester tout ça. C'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. C'est toujours le moment redouté, je vous rassure. Chaque semaine, c'est la même chose. On va passer à la première question qui va apparaître dans vos écrans. Chaque année, en automne, la ville de Saint-Dié-des-Vosges accueille le Festival international de géographie. Jusqu'ici, tout va bien, on est d'accord. On la surnomme marraine de l'Amérique. Mais pour quelle raison? Proposition numéro 1, c'est ici que fut baptisé le Nouveau Monde du nom du navigateur Amerigo Vespucci. Proposition numéro 2, c'est une armée américaine qui délivra la ville en 1945. Proposition numéro 3, de nombreux habitants émigrèrent en Amérique au XVIIIe siècle. Caroline, vous nous dites quoi? Réponse 1. Marjolaine? Moi, je dirais la réponse 2. Moi, je crois que vous auriez dû la suivre parce qu'elle avait l'air très sûre d'elle et c'est vous qui avez raison. C'est en 1507 que le Nouveau Monde fut baptisé à Saint-Dié-des-Vosges et porte le nom donc du navigateur florentin Amerigo Vespucci. Au pied de la cathédrale, une carte des Amériques dessine en grès rose, vous parliez du grès, au sol qui rappelle ce fait historique majeur. Bravo. Question numéro 2. La ville aux 1000 balcons, Plombières, est une station thermale qui était déjà très à la mode sous Napoléon III. Ses sources d'eau chaude, faiblement minéralisées, sont riches en oligo-éléments, mais combien sont-elles? Est-ce qu'elles sont au nombre de 7? Est-ce qu'elles sont au nombre de 27? Ou est-ce qu'elles sont 67? Marjolaine, je commence avec vous cette fois. 27. Vous dites 27. Caroline? Je dirais 27 aussi. Exactement. Voilà, très bien. 27, effectivement, source d'eau chaude faiblement minéralisée, mais riche en oligo-éléments, je le disais. Les eaux de Plombières jaillissent à des températures comprises entre 57 et 84 degrés, idéales pour se relaxer. Elles sont aussi indiquées dans le traitement des affections digestives et rhumatismales.
On va passer aux choses sérieuses, à l'interview. On va apprendre à vous connaître. Je vais commencer avec vous, Marjolaine Touvenot. Donc, vous représentez l'association Une Figue dans le Poirier, qui est une association toute récente, qui a vu le jour en octobre 2015. Vous êtes basée à Girmont-Val d'Ajol. Cette association est le fruit d'un long projet, d'une longue réflexion qui a été construite, maturée avec votre conjoint, Lilian, qui est paysagiste. C'est un rêve qui a commencé à prendre racine, comme vous aimez le dire. Vous êtes passé du jardin ornemental à un jardin de vie expérimental, qui est le fruit de plusieurs rencontres inspirantes, avec plusieurs objectifs. Alors lesquels ? Alors oui, effectivement. Par où commencer ? Par où commencer ? C'est vrai que c'est une introduction qui est très vaste. Effectivement, donc Lilian est jardinier paysagiste de formation. Il a fait l'école de Reville-aux-Chênes, qui est assez connue pour ses formations qualifiantes. Donc lui, il avait en rêve depuis l'âge de ses 16 ans de construire, d'imaginer un jardin à visiter. Alors c'est vrai qu'à la base, c'était plus un jardin d'ornement. Et puis, on s'est rencontrés. Moi, j'ai une filière plutôt culturelle, historique, histoire de l'art. Et donc, les choses ont commencé un petit peu à prendre forme. Et effectivement, tout au long de nos expériences professionnelles et des différentes rencontres humaines que l'on a faites, ou de lectures qu'on a pu lire aussi, on s'est rendu compte que le jardin était... La définition d'un jardin était bien plus complexe qu'un simple jardin ornemental. Et que un jardin, à la base, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace que l'homme se crée pour subvenir à ses besoins nourriciers, esthétiques, entre autres. Oui, ça répond à plein de définitions différentes en fonction des gens. Ça peut être aussi un lieu de promenade, un lieu de rêve, de méditation, donc finalement, c'est un microcosme dans lequel il se passe plein de choses. Et c'est comme ça que ce projet de jardin de vie expérimental a émergé. Et donc c'est un jardin où on y fait plein de choses. On expérimente aussi bien des techniques de jardinage traditionnelles ou alternatives. Et on expérimente aussi des nouveaux modes de vie, c'est-à-dire comment on peut vivre d'un jardin. Et comment on peut s'y épanouir et s'y réaliser. C'est retrouver notre bon sens, finalement, d'une certaine façon. Un petit peu. C'est ce que nos racines, nos anciens savaient faire et qu'on a un peu oublié avec la vie moderne. Il y a un peu un retour aux sources, d'une certaine manière. Mais avec un projet évolutif. On y reviendra. Oui. C'est un jardin de 1,5 hectare. En 5 mois, vous êtes passé d'un espace de pâture à 350 plantes installées, une serre de culture, des installations artistiques, la mise en place d'un site internet, parce que ça c'est aussi l'envers du décor, mais qu'il a fallu créer pour vous faire connaître, qui est très beau d'ailleurs, je le dis au passage. Et il y a aussi dans ce jardin l'idée de mixité générationnelle, culturelle, sociale. Vous dites que c'est un projet qui fait sens et qui parle déjà avant toute chose aux locaux. Oui, c'est un projet, on a été vraiment étonnés en fait, de l'engouement des populations locales pour notre projet. Il y a pas mal de Lorrains qui nous suivent de près ou de loin. Qui nous ont aussi confortés, qui nous ont amenés en fait à aller de l'avant pour vraiment le concrétiser spatialement. Et c'est un projet qui fait sens parce que le jardin est perçu comme un lieu, presque comme un prétexte pour se retrouver, petit comme grand. Et c'est un lieu où on va échanger, on va vraiment passer du temps ensemble. On va prendre le temps. Pour une fois, on est dans une bulle et on va... les petits vont apprendre des grands, les grands vont aussi apprendre des petits. Voilà, il y a toute une alchimie qui va se créer. On va apprendre au contact des plantes, on va apprendre aussi au contact des animaux. Voilà, donc il y a une sorte de symbiose et de synergie qui va se mettre en place. Et c'est ce qui crée cette mixité générationnelle. Alors, on parle aussi de mixité culturelle et sociale parce que ce jardin, il est ouvert à tous. On n'a pas besoin d'être adhérent de l'association pour pouvoir y venir. Il n'y a pas un prix d'entrée. Voilà, il n'y a pas de prix d'entrée. Il y a vraiment c'est un choix, en fait, dès le départ, de ne pas mettre un tarif fixe qui pourrait freiner aussi bien les familles nombreuses. Parce que, voilà, quand on est 4, qu'il faut payer 4 fois, même 6 €, ça revient très cher pour une famille, pour une sortie.
Et on a aussi pensé aux étudiants, aux personnes qui ont des revenus modérés, voire moindres. Et pour qu'il n'y ait pas cette barrière financière et que ainsi tout le monde puisse aller dans ce jardin et en prendre possession et se sentir un peu comme chez soi. Donc on met en place ce qu'on appelle la participation consciente. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est un soutien au projet qui est symbolique et donc chacun met ce qu'il veut ou ce qu'il peut, en fonction de sa satisfaction ou de ses moyens. D'accord, belle idée. Vous parliez des tout-petits, il y a aussi l'idée de non-pédagogie dans ce jardin. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est vrai que quand on visite un jardin, en général, on est intéressé par faire des découvertes naturalistes. C'est vrai que dans notre jardin, il y a pas mal de plantes sauvages, de belle faune sauvage aussi qui se trouve là. Bien évidemment, nous, on envisage d'ouvrir notre projet, enfin notre jardin aux écoles ou aux familles qui font l'instruction en famille aussi, ou aux foyers sociaux, etc. Et par contre, dans notre jardin, notre philosophie, s'il y a bien un mot qui doit être retenu, c'est le mot de la liberté. Donc, c'est-à-dire que chacun est libre d'apprendre ce qu'il veut ou de ne pas apprendre s'il n'en a pas envie. Oui, et non pas ce qu'on lui impose. Et voilà. Donc, oui, là, vous prenez vraiment le contre-pied de la vie de tous les jours. Oui. Parce que pour nous, l'apprentissage, surtout chez les enfants, mais ça s'applique aussi chez les adultes, s'il n'est pas spontané, si la curiosité n'est pas... ne vient pas de la personne, cette personne n'apprendra pas, parce qu'elle apprendra par la contrainte. Et donc finalement, le pourcentage de ce qui aura été retenu sera vraiment infime, alors que si un enfant ou un adulte se passionne pour une orchidée sauvage parce qu'il ne l'a jamais vue, et que nous on lui dit non, tu vas vraiment regarder la grenouille qui est à côté, parce que là j'ai décidé pour toi que c'était à ce moment-là que tu devais apprendre ça, on se rend compte effectivement que c'est pas constructif et c'est pas être respectueux des êtres humains que de leur imposer un apprentissage. Donc c'est vrai que nous on prône une non-pédagogie, une immersion dans la nature totale et libre. Et donc les adultes ou les bénévoles qui sont là sont plus vus comme des tuteurs pour encadrer ou pour accompagner. Accompagner, c'est plutôt le terme que j'allais utiliser. Voilà, plutôt pour accompagner les enfants ou les adultes dans leur découverte naturaliste ou leur découverte d'eux-mêmes aussi, ou des autres. Mais en aucun cas, on ne leur imposera quoi que ce soit dans ce jardin. Donc si on a envie de buller, on bulle. On bulle, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, voilà. Caroline Maire, vous êtes conseillère en naturopathie holistique, vous êtes encore en formation, vous n'avez pas de cabinet installé, mais vous commencez déjà à donner des conseils, d'ailleurs il y a des gens qui font appel à vos services. Vous êtes ce que l'on appelle un éducateur de santé, vous ne soignez pas, mais vous pouvez accompagner, donner des conseils en termes d'hygiène de vie. La naturopathie, pour qu'on comprenne bien, repose sur 3 techniques principales. Alors lesquelles, comment on pourrait les expliquer ? Alors effectivement, comme vous le précisez bien, nous ne sommes pas des médecins et on ne soigne rien. Surtout pas. Et nous sommes plutôt des éducateurs de santé avec un vrai rôle pédagogique pour expliquer aux gens comment ça marche, comment on peut être en bonne santé, vivre de la façon la plus harmonieuse et équilibrée possible. Et donc pour cela, on a vraiment 10 techniques en tout, mais 3 techniques majeures que sont l'alimentation, l'exercice physique et tout ce qui est psychologie. Donc, quand on travaille sur ces points-là, on peut améliorer tout un tas de choses dans l'état de santé. On peut corriger, apporter de nouvelles techniques aux gens en individualisant toujours, en expliquant bien que pour telle et telle personne, telle activité physique ou telle alimentation sera différente. Parce que chacun est différent, et unique mais différent aussi. Donc il faut vraiment faire du cas par cas et donner des clés pratiques. Donc dans l'alimentation, comment bien bouger et bien respirer, parce que notre corps a besoin de se nourrir, mais aussi d'oxygène, de bien bouger, de rester en mouvement. Et comment gérer son mental qui est vient souvent prendre le dessus et à l'origine de bien des maux. Donc voilà, 3 techniques qui permettent d'améliorer un petit peu tout ça. On se remet debout, en fait, on se réaligne un peu. C'est ça l'idée. Et on remet vraiment du sens là aussi. On rappelle aux gens quels sont les besoins vitaux. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça.
on se laisse souvent dériver autant dans notre alimentation que dans l'exercice physique qu'on ne fait plus ou pas assez ou pas de la bonne façon. C'est sûr que ça va vite de tout laisser tomber. Hein. Voilà. Et puis le mental qui déborde parce qu'on est submergé par tous nos soucis, tracas du quotidien. Je ne dis pas qu'avec la naturopathie, on ne pense plus, c'est pas ça. Non, mais on apprend à mieux gérer et à mieux vivre au quotidien tout ça. Donc c'est vraiment, là pour le coup, tout à l'heure on parlait de non-pédagogie, nous pour le coup on est très pédagogue et le but c'est vraiment de donner des clés aux gens pour qu'ils soient acteurs de leur santé. Alors, et c'est à portée de tous finalement, une fois qu'on a le conseil, on peut tous le faire, il n'y a rien de compliqué. Mais voilà, c'est vraiment on a juste oublié, toujours au cas par cas, en rappelant des choses. Enfin, chaque être humain a des prédispositions pour telle ou telle pathologie, on va dire. Donc du coup, on essaye de corriger le terrain avec ces 3 techniques. Et puis après, on en a d'autres qui vont nous aider à mettre ça en place. Oui, qui vont venir compléter ces 3 techniques de base. Voilà. D'accord. Alors, à ces techniques, justement, hein, on rajoute donc de la phytologie, de l'aromatologie, de l'hydrologie. Il y a aussi des techniques manuelles, de la relaxation et parfois de la réflexologie. Vous remettez, quand la personne vient chercher des conseils, vous remettez un programme d'hygiène vitale. Et là, puisqu'on va parler des plantes aujourd'hui, hein, puisque c'est un petit peu le sujet, vous dites que vous les aidez à corriger le terrain. Alors, ces plantes, en l'occurrence, alors il y a le jardin, mais quelles sont les vertus des plantes? Est-ce que dans chaque plante, on peut trouver quelque chose qui va améliorer notre hygiène de vie? Alors, on ne donne pas systématiquement de plantes, mais ça peut effectivement être un bon support parce que le naturopathe va donc apporter des clés de santé, mais le but premier du naturopathe, c'est donc bien de corriger le terrain et de ne pas supprimer un symptôme. Donc, on ne va pas utiliser les plantes comme de l'anti-symptomatique. D'accord. C'est pas quelqu'un qui viendrait avec des migraines à répétition, on ne va pas lui donner une plante pour soulager les maux de tête. D'accord. C'est pas ça. Par contre, on va chercher d'où vient cette cause des maux de tête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fonctionne pas bien? Qu'est-ce que vous gérez mal pour en arriver là? Et de fait, on peut utiliser les plantes à ce moment-là pour corriger le terrain, mais pas pour corriger le symptôme en soi. Donc, il existe des centaines de plantes, des centaines d'huiles essentielles aussi, parce que les huiles essentielles, c'est tirer le principe actif d'une plante, donc d'un point de vue vraiment très concentré. Donc, on peut utiliser en les sentant, en les utilisant, en les sentant pour les huiles essentielles, en les utilisant en tisane, en les utilisant... en petit spray aussi, comme on fait parfois. Oui, avec les huiles essentielles, voilà, ce serait possible. Et donc, on vient corriger des choses avec les plantes en tirant leurs principes actifs principaux. D'accord. Alors, ce qui est passionnant, c'est que vous dites que certaines plantes, visuellement, sont la réplique de certains organes du corps humain. Là, ça nous aide aussi à comprendre pas mal de choses, finalement. Mais en fait, les plantes nous parlent. Enfin, on a vraiment besoin de la nature. L'être humain, il n'est pas fait pour vivre dans le béton. Donc, on a besoin de cette nature et cette nature a beaucoup de choses à nous offrir. Et quelquefois, c'est vraiment flagrant. Quelque chose qui est très flagrant, c'est la noix. La noix, quand on regarde un cerneau de noix, ça ressemble vraiment à un cerveau. Je pense qu'on a pu se faire déjà cette remarque ou pas. Et en fait, la noix est pleine de bons acides gras qui sont très utiles pour le fonctionnement optimal de notre cerveau. Donc là, on appelle ça la théorie des signatures. Les plantes, de par leur anatomie, de par leur image, peuvent déjà nous indiquer ce pourquoi elles pourraient nous être utiles. Voilà, on voit la noix là justement qui symbolise le cerveau. C'est vrai que c'est hyper ressemblant. Donc ça veut dire que sans parler, on est bien d'accord, encore une fois, c'est pas de la médecine, hein, mais quelqu'un qui par exemple ferait des migraines à répétition, est-ce qu'on va lui conseiller de manger peut-être plus de noix que quelqu'un qui n'en fait pas? Est-ce que c'est ça un peu ou... C'est vraiment difficile de faire de grandes généralités comme ça, parce que cas par cas, une migraine, ça a des centaines de causes. Voilà, ça peut vraiment venir de... Est-ce que c'est problème de circulation? Est-ce que c'est vous n'avez pas bu assez d'eau pendant la journée, donc à un moment vous avez mal à la tête? Est-ce que c'est trop de pensées obsédantes qui au final font travailler énormément le cerveau et qu'au final on a la tête qui a envie d'exploser? Donc il y a plein de causes, donc ce serait difficile. Par contre, effectivement, on peut dire on peut activer le fonctionnement du système nerveux en mangeant des noix,
et entre autres, de bons acides gras en tout cas. Donc du coup, oui, ça peut être un conseil général parce que de toute façon, tout le monde en a besoin. Mais après, je ne vais pas vous dire que la noix, c'est bon pour la migraine. Non, bien sûr. Mais puis là, on ne fait pas une consultation de toute façon, mais c'était pour essayer de donner un exemple. C'est que chaque fruit ou légume nous renvoie quand même à quelque chose qui va avoir des bienfaits en fonction des petits mots de chacun. Oui. Nos remèdes de grand-mère, c'était toujours avec les plantes qu'on utilisait. La pharmacie d'aujourd'hui est quand même fondée sur les plantes. Au départ, on a pris les principes actifs des plantes et puis on les a reproduits et c'est ce qu'on utilise. Certains médicaments encore utilisent des principes plantes, naturels, des plantes. Ouais. Donc il y a vraiment quelque chose à aller chercher dans la nature. Et puis voilà, au-delà de soigner le symptôme, la nature nous apporte vraiment tout un tas d'autres choses. En naturopathie notamment, on essaye de stimuler l'énergie vitale de la personne, de la recharger. Et c'est vraiment dans la nature qu'on a les plus beaux résultats. Aller se balader en forêt, enlacer des arbres, ça ressource. Retourner à des contacts, marcher pieds nus dans l'herbe. C'est des choses qu'on oublie ou qu'on ne prend pas le temps de faire aujourd'hui parce qu'on a des vies un peu trop surmenées. Et malheureusement, on perd une grande source de vitalité parce qu'il y a vraiment de quoi tirer dans la nature. C'est pas Marjolaine qui va dire le contraire avec l'association Une figue dans le poirier. On va passer au reportage chaque semaine, un éclairage sur un jeune qui s'investit. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Jimmy Leclerc-Fraillard. Il a 21 ans, il est maraîcher horticulteur à Thaon-les-Vosges. Il a repris l'affaire de ses grands-parents. C'est le portrait de la semaine. Donc moi j'ai fait déjà mon brevet des collèges au collège à Rambert. J'ai fait une seconde générale à la PIC, à Épinal. J'ai vu que ma place n'y était pas. Donc j'ai recherché tout de suite une nouvelle orientation. J'ai été à la porte ouverte à Roville-aux-Chênes et je me suis inscrit. Quand je suis sorti de Roville-aux-Chênes, je voulais travailler 2-3 ans dans une entreprise horticole, mais il n'y a pas de travail actuellement dans cette filière. Comme mes grands-parents étaient maraîchers horticulteurs en retraite, il y avait encore les structures nécessaires, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette aventure. Moi, je suis en agriculture raisonnée, donc je n'ai pas la certification bio, parce que c'est beaucoup de contraintes administratives. Donc nous, tout ce qui est culture maraîchère, on désinfecte les sols à la vapeur. Donc en fait, on envoie de la vapeur dans les sols, qu'on fait chauffer à peu près à 95 degrés. Comme ça, on n'utilise pas d'insecticides ni d'herbicides. Donc ça, c'est une technique naturelle. Ensuite, tout ce qui est floriculture, on travaille beaucoup sur des bâches hors sol. Comme ça, c'est pareil, on évite les désherbants. Et tout ce qui est légumes proprement dit à consommer, on les cultive au jardin, donc soit sous serre qui est désinfecté à la vapeur, ou en plein champ. La maison Fraillard existe depuis 1884, donc c'est une des plus vieilles maisons de Thaon, une plus vieille entreprise. Comme les structures étaient existantes, j'avais juste à relancer l'activité, les clients sont là. J'ai récupéré pas mal d'anciens clients de mes grands-parents et aussi pas mal de jeunes qui font du jardin et qui recherchent aussi les produits naturels. Donc ma place est ici. Voilà, toute dernière partie de la vie en Vosges. Marjolaine Touvenot, samedi dernier, c'était l'inauguration de l'association Une figue dans le poirier. Vous avez une merveilleuse météo, plein de monde, c'était parfait. Il y avait aussi, et on l'a vu un peu dans les images, cette idée d'accrochage de prénoms dans les arbres pour faire émerger une forêt comestible et humaine. Alors c'était quoi le projet et puis comment tout ça va évoluer dans le temps ? Oui, en fait, on a planté 350 plantes au jardin. Donc, mis à part 4 magnolias, tout va se manger dans le jardin. Et ces arbres-là, en fait, ont été parrainés par des particuliers. Donc, dedans, vous avez aussi bien des arbres de vie qui ont été offerts pour des naissances, des arbres d'amour, parce qu'on est attaché à un arbre ou une variété, et même des arbres de souvenirs pour des personnes qui ne sont plus, mais qui demeureront symboliquement dans le jardin. D'accord. Voilà, donc venez mettre votre arbre et votre prénom. En fait, on donne le prénom de la personne, du parent ou de la marraine à l'arbre. Donc l'arbre n'est plus un arbre, un pommier parmi tant d'autres, mais c'est bien un arbre Alix, un arbre voilà, avec un prénom, une personnalité propre. D'accord.
D'où la dimension humaine, bah oui, voilà. Très symbolique. Et puis après, tout est possible, c'est encore, c'est tout neuf, hein, c'est ce qu'on disait. Oui. Donc je pense que des projets, vous allez en avoir plein, tout va se construire au fur et à mesure. C'est ça, des installations artistiques, des rendez-vous au jardin, des formations. Et puis on est un lieu ouvert à toutes les initiatives. Donc s'il y a des personnes, des associations, des particuliers qui veulent imaginer un temps fort au jardin, qu'ils nous contactent et on les accueillera avec plaisir. Bon, puis nous, on continue à vous suivre, on sera à vos côtés pour voir comment tout ça grandit au fur et à mesure du temps. Alors vous, Caroline, en attendant que le cabinet s'ouvre, ça sera dans quelques temps à Épinal, vraisemblablement, on peut déjà vous appeler pour avoir des conseils en naturopathie. Alors, exemple, on peut vous appeler pour vous demander quoi ? Ça pourrait être pour essayer de corriger un petit souci récurrent ou tout simplement pour faire un bilan vital, pour avoir déjà de bonnes bases et corriger son alimentation. Donc ça peut être pour les enfants, pour les adultes, les plus jeunes, les moins jeunes. Et voilà, avoir des petites corrections pour arrêter de faire des erreurs qui, au final, permettront de créer un terrain qui favorisera l'installation d'une maladie. Donc, pour tout le monde. Bien sûr. Puis peut-être qu'il y aura des interventions de Caroline dans Une figue dans le poirier, après tout. Je pense qu'il y a des choses sympas à mettre en place. Oui, je pense que vous vous êtes trouvées sur la même longueur d'onde, là, toutes les deux. Bon, on a vu vos coordonnées, en tout cas, à toutes les deux. On va se quitter avec l'image du jour, selon le principe de cette émission. Je vois que vous suivez, vous acquiescez. Quand vous n'êtes pas à vos activités professionnelles, et je sais que ça vous prend du temps, mais vous êtes plutôt loisirs créatifs, vous aimez fabriquer des choses de vos petites mains. Est-ce que vous êtes plutôt des sportives, mesdames, ou est-ce que vous aimez aller visiter des expositions? Là, en l'occurrence, il s'agit des toiles de l'artiste plasticienne Sidonie Hollard. Ou est-ce que vous aimez vous détendre autour d'une bonne bouffe avec des amis? Marjolaine? Ça peut être les quatre. Je crois que c'est un petit peu les quatre. C'est vrai, ouais. Vous aimez créer, vous faites du sport, vous faites des expos et vous aimez vous poser avec des amis. Le sport, oui. L'allaitement, je considère que l'allaitement long est un sport. Oui, ça. Voilà. Donc, c'est sportif. Oui, donc c'est les quatre. Excellente réponse. Caroline? Je mets mes chaussures. C'est vrai? Et le sport. Et puis manger, parce que manger, ça doit rester un plaisir, c'est convivial, quand on le fait en conscience, c'est merveilleux. Oui, il ne faut pas culpabiliser et non plus en permanence. Et il ne faut pas croire que la naturopathie vous interdit de tout manger et supprime tout. Ce n'est pas la restriction, la naturopathie. Non, c'est de l'accompagnement. Exactement. On a bien compris. Voilà. Merci en tout cas à toutes les deux. D'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On rend l'antenne très rapidement parce que j'imagine que nous sommes très en retard. Très bonne soirée sur notre antenne et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures.